Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. En septembre dernier, la diffusion du documentaire Godvergeten a suscité un immense émoi en Flandre. Pour la première fois, des victimes d'abus par des membres de l'Église témoignaient publiquement de ce qu'elles avaient subi. À la suite de ces témoignages, une commission parlementaire a été mise en place pour évaluer ce que l'Église a mis en place depuis 11 ans pour lutter contre les abus et prendre en charge les victimes. Dans cette émission, nous allons poser clairement cette question. Qu'a fait concrètement l'Église catholique belge depuis 12 ans pour prévenir les abus dans l'Église et pour suivre les victimes? 3 invités sont avec nous aujourd'hui pour en parler. Louis Breda, ancien coordinateur technique de théâtre et par ailleurs victime d'abus sexuels par un membre de l'Église durant son enfance. Louis Breda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous donner votre témoignage aujourd'hui. Avec nous également Christine François, avocate de profession au barreau de Liège et également responsable du point de contact de l'Église, point de contact donc qui reçoit régulièrement des victimes d'abus. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi consiste votre travail. Et enfin avec nous également Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique. Nous reviendrons avec vous, Tommy Scholtes, sur ce que l'Église, effectivement, a mis en place contre les abus. Et nous parlerons aussi, bien sûr, de la commission parlementaire qui a commencé ses travaux il y a 10 jours. Alors, Louis Breda, donc je l'ai dit à l'instant, vous avez été victime d'abus dans votre enfance par un membre de l'Église. Dans quelles circonstances ça s'est-il passé? Que s'est-il passé concrètement? Ça se passe en 1968, j'ai 8 ans. Je suis dans une école catholique de la région verviétoise. Et la visite médicale annuelle a lieu, comme chaque année. Nous sommes réunis dans un local en attendant notre tour. Nous ne sommes pas très habillés, évidemment. Et un frère qui était chargé de nous surveiller s'est approché de moi, a dû être trop gentil, et vraiment trop gentil. Et j'ai été victime d'attouchement. À la suite de ça, vous avez décidé d'en parler tout de suite, pas tout de suite? Non, j'en ai parlé tout de suite à personne. Et je n'en ai parlé à personne pendant très longtemps. En fait, je pense que j'ai mis un couvercle sur ces faits-là et qu'il a fallu le temps que le couvercle se soulève, un peu au hasard. Plutôt, je pense, suite à des événements médiatiques, Julie et Mélissa, dans cette région-là, je vais dire de la ville de ce pays-ci, je me suis dit, moi, il m'est arrivé quelque chose. C'est revenu à ce moment-là, avec assez curieusement des images assez précises, alors que j'avais complètement effacé la trace de la boîte noire de cette histoire-là. Et je ne l'ai toujours dit à personne. Ça m'est venu à moi, mais je ne l'ai pas partagé, ni avec mes parents, ni avec ma compagne. Et le temps a passé. Et, in fine, en prenant de l'âge, j'ai fini par me dire je ne peux pas terminer ma vie sans avoir réglé ce problème-là. Je n'en voulais à personne, en fait. Je n'ai jamais eu de haine pour personne, même pour l'abuseur, ni pour son environnement social ou professionnel. Mais à la rigueur, je voulais le rencontrer. Je voulais qu'on puisse se parler. Pas pour l'accuser, mais pour entendre la voix de quelqu'un qui avait été finalement important dans ma vie, je suppose. Voilà. Malheureusement, je pense qu'il n'était plus de ce monde. J'ai peut-être un peu tardé. Et à ce moment-là, je me suis dirigé vers l'évêché, un point de contact. À Liège? À Liège, oui. Et j'ai eu la chance, parce que c'est exactement le mot qui convient, de rencontrer Madame François, ici présente, avec qui on a eu des discussions intéressantes et apaisantes. Donc on va venir effectivement au travail de ce point de contact. Tommy Scholtes, quand vous entendez le témoignage de M. Breda, comment vous réagissez spontanément? Mais avec beaucoup de... À chaque fois qu'on rencontre une personne, et elles sont malheureusement nombreuses, cela fait un effet terrible parce que même si monsieur aujourd'hui est capable d'en parler avec simplicité, et je l'en remercie, on se rend compte derrière ce que monsieur dit, il y a beaucoup de choses graves qui ont été vécues pendant des années, ne fût-ce que ce silence, avec ce que ce silence peut avoir pour lui d'oppressant. Et toutes ces situations dont on a entendu parler, et des situations que j'ai rencontrées aussi personnellement,
nous ont mis dans une posture de grande empathie, de très grande humilité, parce que je pense que cette souffrance qui a été vécue, elle est tellement grande que quoi que l'on fasse aujourd'hui, et pourtant il faut faire beaucoup de choses, cela ne pourra jamais effacer ce que ces personnes ont vécu. Mais allons-y et faisons beaucoup de choses. Bon, on a déjà fait une partie et nous continuerons à le faire, mais on en reparlera. Christine François, donc vous êtes responsable du point de contact de l'Église pour le diocèse de Liège, qui a donc pour vocation d'accueillir des personnes qui ont été victimes d'abus dans l'Église. Est-ce que beaucoup de personnes viennent vous voir à ce point de contact et qu'est-ce qu'elles attendent concrètement en venant vous voir? Je dirais qu'il y a plus ou moins 3-4 personnes par an. Ça peut évidemment varier en fonction des circonstances, mais nous rencontrons plus ou moins 3-4 personnes par an au niveau du point de contact de Liège. En règle générale, ces victimes prennent d'abord contact avec le point de contact central à Bruxelles, par téléphone. On me répercute les informations. À ce moment-là, je prends moi-même contact par téléphone avec ces personnes qui ont fait cette démarche. Je les entends longuement par téléphone et puis nous tentons de fixer une date où elles pourront être reçues par l'ensemble de notre point de contact. Notre point de contact est composé, outre moi-même, d'un psychiatre et de 2 psychologues, dont une est en fonction. Nous entendons alors, et je pense que c'est assez catharsique pour les personnes qui viennent nous rencontrer quand nous sommes à plusieurs, parce que c'est autre chose de se dévoiler devant un groupe de 3 ou 4 personnes que d'être dans un colloque singulier. Et nous tentons de voir avec elle ce qu'elle souhaite et ce qu'elle attend de la part de l'Église. Dans le cadre de M. Breda, les circonstances étaient un peu particulières. Nous étions encore en période Covid. Donc là, il n'était pas possible de réunir notre point de contact. Nous nous sommes longuement entendus par téléphone et M. Breda m'avait fait part de son souhait, notamment de pouvoir identifier son abuseur, ce qui s'est avéré impossible parce que nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour pouvoir mettre un nom sur cette personne et que l'école où il était intervenu se trouvait dans Verviers-Bas et avait aussi vu toutes ses archives périr dans les inondations. Mais j'avais pu, après les investigations qui avaient été faites, donner 3 noms à M. Breda et à chacun de ces noms, M. Breda m'a dit non, ce n'est pas cette personne-là qui est mon abuseur. Et puis nous avons rentré un dossier pour qu'il y ait quand même un dossier qui figure dans les archives de la congrégation en question. Et M. Breda n'a pas souhaité d'indemnisation, mais je rappelle bien volontiers que s'il souhaitait un jour le faire, il est toujours le bienvenu pour le faire et il sera entendu. Alors, comme on parle d'indemnisation, c'est aussi quelque chose qui était prévu par la commission de 2011, commission parlementaire. Quels sont les critères pour ce dédommagement? Est-ce qu'il y a des critères précis qui ont été fixés pour permettre aux personnes d'être éventuellement dédommagées? Alors, il y a des critères précis qui ont été fixés par le centre d'arbitrage. Mis en place en 2011. Si mis en place en 2011. Et le centre d'arbitrage appliquait ces critères-là. Et quand le centre d'arbitrage n'est plus intervenu, les points de contact ont repris les mêmes critères. Alors, les critères, je dirais, ce sont des fourchettes. Il faut que je prenne mon petit mémorandum pour vérifier les fourchettes. Mais les fourchettes sont fonction, je dirais, de la gravité des abus. Est-ce que ce sont des attouchements? Est-ce que c'est plus que des attouchements? Est-ce que c'est un viol complet? Les critères tiennent compte de l'âge de la victime et les critères tiennent également compte de la longueur des abus. C'est évident que, je dirais, des attouchements qui n'ont lieu qu'une seule fois,
c'est dramatique. Mais si vous avez des attouchements ou des abus qui durent une dizaine d'années, les conséquences sont encore tout à fait autres. Alors, il faut quand même être aussi tout à fait clair. Cette indemnisation matérielle et financière qui est demandée par certaines personnes ne réparera jamais leurs dommages. Un dommage de cette nature-là est irréparable. Louis Breda, est-ce que ça vous a aidé concrètement d'aller rencontrer Madame François et les autres personnes au point de contact à Liège? Moi, comme Madame François l'a dit, c'était à l'époque du Covid, donc nos colloques furent singuliers, mais oui. Et je suis là aussi parce que je pense qu'il faut savoir que ces points de contact existent, que leur utilité est indéniable, que, à titre personnel, mon cas, je veux dire, c'est mon cas. Voilà, mais chaque cas est unique, ça, il faut le rappeler, bien sûr. Je suis en train de plaider pour d'autres. On ne peut pas parler comme de barème pour les indemnités. On ne peut pas barémiser ces choses-là. Il s'est passé ce qui s'est passé, oui, à moi, ce jour-là, et il s'est passé à d'autres ce qui s'est passé. Je pense que c'est à partir du moment où nous avons pu en parler, où j'ai pu en parler avec Madame François, que j'ai pu en parler. Je pense que si on ne s'était pas rencontrés avant, je ne serais pas là. Je n'aurais pas été capable de l'évoquer devant des tierces personnes. Nous ne connaissons aucun des quatre. C'était impossible. Donc, mais par contre, je pense qu'il est utile d'en parler, qu'il est nécessaire d'en parler, non seulement au nom des abus sexuels qui sont passés ou qui se passent encore éventuellement dans l'Église, mais au nom des abus que les enfants subissent, que ce soit dans l'Église ou ailleurs. Je pense que c'est l'affaire de tous. Je pense que c'est l'affaire de nous en tant que voisins, de regarder, pas dans la cuisine des voisins, mais de voir un peu ce qui se passe, d'être en tout cas, pas à l'affût, mais en compassion avec les enfants et d'être là le jour où on voit qu'un enfant ne va pas bien. Il y a toujours une raison. Un enfant a toujours raison. Tommy Scholtes, on l'a entendu beaucoup depuis la diffusion de Godvergeten, on l'entend beaucoup dans les médias. L'Église n'a rien fait pour les victimes depuis 12 ans. Voilà, je pose quand même la question. On a parlé des points de contact. Comment vous réagissez quand on vous dit non, l'Église ne fait rien, n'a rien fait depuis 12 ans? Oui, c'est évidemment dommage de dire ça parce que ça n'est pas exact. Les points de contact, entre autres, ont été mis en place. Et donc il faut bien savoir que quand la commission parlementaire précédente s'est conclue, elle a émis un certain nombre de recommandations qui sont en fait des obligations. Ce ne sont pas uniquement des recommandations, ce sont des obligations. Et entre autres, la mise en place des points de contact qui ont quand même une grande indépendance par rapport à l'Église. Ça veut dire qu'on les a créés, on a demandé à des personnes, pour la plupart bénévoles, d'assurer ce service. Et je rends hommage aux plus de 125 personnes en Belgique, qui ont passé du temps, et c'est normal de recevoir toutes ces personnes qui le demandaient, et puis d'aller au-delà du temps de l'arbitrage, et puisque l'arbitrage avait fixé un temps, c'est la commission parlementaire qui l'avait décidé, que c'était pour un temps. Et puis nous avons, comme Église, continué à faire cet accueil dont on parle ici. Évidemment, ce qui est très difficile, c'est que beaucoup de personnes se sont présentées et dont les auteurs étaient décédés. Donc difficile de les rencontrer par définition. Mais les victimes, on les a rencontrées même si les auteurs étaient décédés. Il y a aussi quand même une réactivité beaucoup plus forte de la part de l'Église. Donc dès que quelqu'un signale un comportement inadapté, transgressif, immédiatement le parquet est prévenu. Donc on n'est plus du tout comme ça a pu être le cas il y a 50-60 ans où on déplaçait les gens quand ils étaient auteurs de faits. Aujourd'hui, c'est vraiment renvoi directement vers la justice. Et ça, les évêques, c'est tolérance zéro. On a mis en place des formations pour les prêtres, pour toutes les personnes nommées dans l'Église, pour savoir ce qu'est cette souffrance, comment on peut être amené éventuellement à travers toutes sortes d'addictions et de perversités. Voilà, on a mis les prêtres devant. J'ai participé personnellement
à quelques-unes de ces réunions, je vous assure que les psychiatres qualifiés vous disent des choses très très fortes, mais on a obligé tout le monde à participer à ces formations. On a créé un protocole en disant, de grâce, vous n'accompagnez pas des groupes d'enfants, des groupes de mineurs, seuls comme prêtres ou comme... Non, il y a toujours plusieurs personnes, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais dire, un religieux n'a pas à se trouver dans une salle où des enfants se trouvent en vue d'examens médicaux. Ça n'existerait absolument plus aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a toujours l'impression que c'est trop peu. Hein. On a mis en place la fondation Dignity. Cette fondation qui regroupe les responsables religieux, les évêques et les religieux, a donné une somme d'environ 6 millions d'euros à des personnes qui avaient demandé cette participation financière, la promesse de l'accompagnement thérapeutique, si c'est nécessaire, que l'on finance. Donc, nous devons aller le plus loin possible et nous avons gardé les points de contact, je dirais, disponibles, à la disposition des personnes au-delà du temps. Et donc, comme Madame le dit maintenant, cette activité existe toujours. Mais aujourd'hui, évidemment, si une victime vient et qu'elle dit que quelque chose s'est passé maintenant ou récemment, il est évident qu'on va directement au parquet. On n'est pas là à faire des arrangements et on ne va pas prévenir le prêtre et l'évêque va directement le suspendre. Donc, il y a quand même des attitudes très très claires qui ont été mises en place par l'Église et les recommandations, grosso modo, je me permets de le dire et on y reviendra peut-être encore, mais je pense qu'on peut dire grosso modo que les recommandations ont été suivies, celles de la commission précédente. Alors bien sûr, la commission qui est maintenant en place va évaluer le travail accompli depuis 12 ans. Peut-être signaler juste quelques chiffres en passant. Hein. Donc depuis que le centre d'arbitrage a été mis en place et puis les points de contact, 1392 victimes ont été reçues par ces points de contact. C'est un chiffre qui date de septembre dernier. Le dernier rapport aussi fait état entre juin 2022 et juin 2023 de 47 signalements d'abus. Donc les signalements continuent. 64% de ces abus remontent à plus de 30 ans. Malgré tout, Tommy Scholtes, il y a toujours des abus qui se passent dans l'Église. Comment vous expliquez ça malgré tout ce qui est mis en place? C'est-à-dire que d'autres choses doivent encore être mises en place? Ils existent malheureusement dans l'Église, comme ils existent dans la société, dans le contexte familial. Et d'ailleurs, la commission parlementaire élargit un peu le spectre de son analyse, en dehors de l'Église aussi, et regarde les milieux de mouvements de jeunesse et les mouvements sportifs, etc. Malheureusement, il y a des comportements qui existent. Et donc, ce n'est qu'en faisant de la prévention, de la formation, y compris dans l'accompagnement, mais je dirais obligatoire. Donc, il y a des gens aussi, il y a des prêtres en prison pour le moment. Et quand ils sortent, ils sont soumis à des conditions extrêmement strictes, et en tout cas de ne plus travailler du tout dans un environnement. Et la plupart, pour le dire, quittent la prêtrise. Avec un inconvénient, c'est que quand ils quittent la prêtrise, ils sont uniquement sous... Il n'y a plus de suivi. Hein, et on demande d'ailleurs à la justice aussi de nous aider, de prendre vite position, de vite intervenir quand nous posons une question à la justice, entre autres sur la question de la prescription. Ce n'est pas nous qui pouvons, comme Église, dire que des faits sont prescrits, c'est à la justice de le dire, mais on demande toujours à la justice de le dire vite, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre quand un enfant ou quand un jeune est en danger, parce que ce n'est pas en difficulté, c'est en danger. Et donc, nous sommes dans un contexte où malheureusement cette perversité-là existe, et elle existe hélas plus largement que dans l'Église. Mais il faut être honnête, la plupart des signalements récents concernent des cas relativement anciens, de 40-50 ans, et donc on les signale évidemment comme cas et on les traite, on les accueille et on envisage une réparation que je mets entre guillemets au niveau moral. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a aujourd'hui 40 nouveaux cas dans une région, bien sûr. Mais tout est à prendre en compte. Louis Breda, est-ce que vous trouvez que l'Église en fait assez pour accompagner les victimes? Mais de plus largement, est-ce que la société en fait assez
pour lutter contre ces abus sexuels qui se passent effectivement dans différents milieux, on le sait. Je ferai un parallèle avec la théorie du fromage à trous, le fromage de gruyère qui a lieu dans l'aviation, où on peut mettre des couches autant qu'on veut. Il y a toujours bien un moment où les trous vont se faire face et il y aura passage. Et l'Église ne peut pas, la société ne peut pas éviter les abus de toutes sortes, ni sur les enfants, ni sur les femmes, ni parfois sur les hommes. Donc, à part avoir mis en place ce qui est, c'est-à-dire de dénoncer les faits, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Vous n'attendez rien de spécial, de plus, de la part de la commission qui se met en place, qui s'est mise en place récemment? Écoutez, je suis là en tant que personne privée. Je ne suis pas catholique, je suis débaptisé. Donc je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, si je peux me permettre l'expression. Mais j'ai rencontré dans l'Église des gens formidables. Et j'ai rencontré dans ma vie des gens formidables. Et puis dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu moins formidables. Et des catastrophes, et ça arrive. Je ne vois pas comment on peut obvier à ça. C'est à l'infini. Christine François, en tant que responsable d'un point de contact, est-ce que vous attendez des choses concrètement de la part de cette commission? Il y a des choses que vous aimeriez voir en place dans la société par rapport aux abus? Je dirais que comme juriste, je n'attends pas grand-chose d'une commission parlementaire. La question de la prescription... Alors, la législation a changé. Semble-t-il. La législation a changé et maintenant, tout ce qui est fait de mœurs ou d'abus sur des enfants mineurs d'âge est imprescriptible. Mais il n'y a pas de évolution récente. C'est une évolution récente, mais il n'y a pas de possibilité, je dirais, de retour en arrière. Il n'y a pas d'effet rétroactif par rapport à d'anciens faits, c'est ça? C'est vrai que la plupart des personnes qui viennent encore nous voir concernent ou parlent d'abus qui sont très anciens et où les abuseurs sont décédés. Non, je pense qu'il faudrait éventuellement mettre au point un accompagnement et qui devrait être un accompagnement qui se poursuive dans le temps et qui serait un accompagnement auquel seraient tenus les abuseurs, qu'ils soient des abuseurs issus de l'Église ou issus, je dirais, de la société. Le comité de supervision peut d'ailleurs les y obliger et le fait régulièrement. Oui, mais il faudrait que ce soit vraiment généralisé. Et il faut quand même avoir conscience, parce que c'est quelque chose qui est apparu à la suite de la commission SIAZ en France. Le Conseil de l'Europe a fait faire une étude sur la problématique des abus sexuels. Et cette étude a révélé que 20% des enfants d'Europe occidentale sont victimes d'abus, quels qu'ils soient, avant d'atteindre l'âge de la majorité. Ce qui veut dire que dans une classe de 20 élèves, vous avez la possibilité d'avoir 4 élèves qui ont été victimes d'abus. Et d'abus qui émanent de tous les milieux possibles et imaginables, que ce soit l'Église, que ce soit la famille, les clubs sportifs, les mouvements de jeunesse. Et donc il faut vraiment conscientiser à cette problématique des abus. Tommy Scholtes, je vous pose la question aussi. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Qu'est-ce que les évêques attendent peut-être de cette commission? Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle pourrait décider pour mieux gérer, vraiment, pour le dire comme ça, cette question très difficile des abus? Mais il y a une question qui est délicate, c'est que certains disent l'Église organise ses points de contact et donc elle garde dans son sein les questions et les drames et va encore les résoudre à sa façon. Nous avons fait ce qui était demandé par la commission parlementaire. Nous allons au-delà des délais de la commission parlementaire et de l'arbitrage de 2011. Et donc aujourd'hui, moi je n'ai aucun problème à ce que la société, la communauté française mettent en place davantage de lieux et qu'elle assume sa véritable responsabilité. Et en même temps, je pense que des personnes doivent pouvoir venir dire à l'Église qu'elles ont été
abusé par une personne de l'Église. Et c'est aussi nous qui devons entendre, et ce n'est certainement pas facile à dire, et ce n'est pas non plus facile à entendre, parce que ce sont des souffrances très grandes. Et je pense qu'en toute sérénité, que l'on évalue le travail de la commission parlementaire précédente, peut-être qu'elle peut être entrée dans des précisions supplémentaires et des propositions supplémentaires. Certains disent qu'il faut revoir les barèmes dont on a parlé. Bon, voilà, ce sont des barèmes qui n'ont pas été fixés non plus par l'Église, mais par la commission et l'arbitrage. Voilà, l'accompagnement est certainement à long terme quelque chose qu'il faut prévoir et qui peut être prévu à la fin de cette future commission parlementaire. Alors, honnêtement, quand il y a 1200 dossiers qui ont été traités, donc avec derrière des personnes reçues, il est évident que tout cela travaillant avec un énorme bénévolat, avec une énorme générosité, et une nouvelle fois je rends hommage à ceux qui ont fait ce travail, que tous les dossiers soient parfaits, avec une complexité énorme. Les religieux dépendent des supérieurs religieux, les évêques ont la responsabilité diocésaine, mais pour les personnes de Belgique, ce sont les évêques qui sont l'incarnation de la responsabilité. Mais évidemment, les évêques de maintenant, ils n'étaient pour la plupart pas concernés au moment des faits commis. Aujourd'hui, ils sont dans la tolérance zéro, renvoi au parquet, et c'est l'essentiel. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Louis Breda, je vous laisse la parole peut-être pour une dernière réaction. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des familles pour que ces sujets-là soient abordés auprès des enfants, en leur expliquant que ce n'est pas parce que quelqu'un a autorité sur eux, ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil avec eux qu'il a tous les droits, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. C'est pareil pour le code de la route. On apprend à un enfant à traverser la rue, on doit aussi lui apprendre que son corps a des limites et que ces limites-là, on ne les outrepasse pas, que ce sont les siennes, que c'est son corps et qu'il est uniquement à lui. Merci beaucoup. Louis Breda, merci beaucoup. Madame François, Tommy Scholtes, merci d'avoir été avec nous pour cette émission, pour parler de ce sujet difficile. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir à la suite de la commission parlementaire actuellement en cours. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité. À très bientôt.